Bonsoir à tous. Alors, au nom de l'équipe d'Infodeuil et du Repos Saint-François d'Assise, on vous souhaite la plus cordiale bienvenue, et ce, autant les gens qui sont avec nous dans la salle que tous ceux qui sont à la maison. On est très contents de vous revoir après un long été, et on avait bien hâte de vous retrouver. Donc, merci d'être là. Et comme vous le savez, le cycle des soirées sur le deuil se poursuit jusqu'en décembre. Donc, on se voit en septembre. En octobre, on fait une relâche, mais on a le colloque. Donc, vous pourrez trouver toutes les informations sur le site web infodeuil.ca. Et on a travaillé fort, mais on m'excluant beaucoup, surtout Mme Joanne de Montigny, qui travaille depuis presque une année à nous fabriquer un colloque qui sera à un niveau assez intéressant, à mon humble avis. Donc, on souhaite vous y voir aussi et vous y accueillir. Alors, avant de céder la parole à Joanne de Montigny, que la majorité d'entre vous connaissent, je précise que Joanne de Montigny collabore avec Infodeuil et le Repos Saint-François d'Assise depuis maintenant une dizaine d'années, depuis exactement 2015, à la fin 2015. Et aussi, Joanne est psychologue, bien sûr, et conférencière, auteure, et elle nous fait le privilège de travailler avec nous pour préparer tous ces soirées et ces activités autour du deuil. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole et elle va vous présenter notre invité de ce soir, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Un grand merci à M. Chartier-Alain qui nous accueille toujours avec tant de générosité et qui dit que j'y suis pour beaucoup d'activités en préparation, en cours, mais sans eux, sans le Repos Saint-François d'Assise, le conseil d'administration et les employés du repos, tout ça n'existerait pas. Alors, on est bien reconnaissant parce qu'il est rare qu'on puisse aller à des activités où on est accueilli sans frais, simplement avec les raisons du cœur. Et c'est un grand privilège pour moi de faire ce travail et de vous accueillir ce soir. Et je vais vous présenter bientôt notre invité, mais je salue aussi les personnes qui sont en ligne. Je salue ma collègue Christine Goyette, psychologue et amie, je dirais aussi, très proche collaboratrice avec le Repos Saint-François d'Assise, qui accompagne les personnes en ligne. Alors, merci d'être là, merci de votre présence. Ça fait chaud au cœur, parce que quand on sait la qualité des personnes qu'on invite à témoigner, à dialoguer avec vous, on a besoin de votre présence, de votre belle écoute, on a besoin de vos expériences, on a besoin de ces échanges que nous aurons aussi à la suite. Alors, écoutez, je vais vous présenter brièvement Sylvie Hunter, Madame Sylvie Hunter. Là, je dis Madame Sylvie Hunter, je vais l'appeler Sylvie, je vais la tutoyer parce que nous avons la chance d'avoir, mon Dieu, travaillé presque ensemble à certains égards. En tout cas, on s'est côtoyés à la maison. Jean Montbourquette, à l'époque, on va voir que tu as été bénévole là-bas. Et puis, on s'est retrouvés à travers les années, au cours des années, pour assister ensemble parfois de conférences qui nous appellent et qui nous intéressent par ce thème du deuil, le thème qui nous réunit ce soir. Alors, Sylvie Hunter a œuvré pour l'organisme La Maison Montbourquette de 2013 à 2017. On sait que la maison, maintenant, n'existe plus dans tout ce qu'elle offrait, mais les personnes qui ont connu cette maison savent à quel point ça a été précieux pour bien des gens dans la communauté. Elle s'est consacrée pendant ces années-là à l'écoute de personnes en deuil, tout en leur offrant une aide ponctuelle et en les pistant sur des ressources dont certaines personnes avaient besoin
pour cheminer dans leur deuil. Elle a aussi participé au documentaire animé par Florence K, intitulé « Le deuil complexe » de la série « Vivre en funambule ». Si vous ne l'avez pas vu, de toute façon, éventuellement l'an prochain, on fera ça d'écouter ensemble des films, des documentaires, des reportages, puis on aura des discussions après. Vous allez voir, une nouvelle année 2026 nous attend aussi. Alors, je pense que pour décrire surtout la passion de Sylvie Hunter, c'est d'être une maman de famille, une maman, avoir des enfants, ça a été son rêve toute sa vie, qui a été réalisé d'ailleurs. Elle est, remplie de joie et d'amour, je dirais, quand la vie roule avec tout ton monde autour de toi. On en parlera tantôt. Alors, on va être en entretien, Sylvie, pendant la première heure. Et à la dernière période, donc vers les 8 heures, vous aurez l'occasion de poser des questions ou de faire certains commentaires qui seraient connexes avec le deuil. Parfois, ce n'est pas le deuil d'un enfant, mais le deuil est le thème central de notre rassemblement. Alors, on perd toujours quelqu'un dans la vie qui était fort important pour nous et on s'aperçoit que la perte d'un enfant, c'est quelque chose quand même d'assez unique, assez difficile. Même si tous les deuils sont également uniques, il y a quelque chose dans la perte d'un enfant qui est très particulier, puis Sylvie va savoir nous nommer tout ça. Alors, on est ici, moi je dirais, je le dis comme ça vient de mon cœur, de mon esprit, de ma pensée en organisant cette soirée. C'est Maxime qui nous réunit. C'est Maxime. Parce que les absents, on dirait qu'ils s'organisent pour qu'il y ait beaucoup de présence quand on est capable de nous réunir. Ce sont les absents qui sont au cœur de nos rassemblements. Et c'est Maxime, ce soir, qui est avec nous. Vous avez vu sur l'affiche ce beau visage lumineux. Alors, moi, j'ai très hâte, Sylvie, que tu nous parles un petit peu de qui était Maxime et que tu nous dises d'emblée ce que tu aimerais nommer à toutes ces personnes ce soir. On commence par t'écouter, puis on va être en entretien ensemble. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir, Joanne. Alors, pour débuter, j'aimerais remercier le Repos Saint-François de me permettre d'échanger avec vous ce soir et avec Joanne. Merci, M. Alain, aussi, pour cette invitation. C'est un privilège pour moi de partager mon histoire avec vous aussi ce soir et avec tous les gens qui sont en ligne. Alors, un merci spécial de vous être déplacés ce soir. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter mon Jean-Pierre à moi, qui est ici dans la salle, que j'appelle mon JP depuis 53 ans. On est ensemble. On est ensemble. C'est mon soutien, c'est mon support. Alors, c'est important. C'est le papa de Maxime. C'est avec lui que j'ai traversé ce deuil un peu compliqué parfois. Alors, il est toujours là. Il est encore là. Alors, je commence par la description de notre famille. Est-ce que ça va? Un micro tout neuf, on en a tout plein. Quand ça ne fonctionne pas, on a un autre. On a un technicien extraordinaire. Est-ce que vous m'entendez mieux? OK. Alors, nous avons eu 3 garçons et Max est le cadet de la famille. Souriant et légèrement grassouillet, jeune, il avait l'allure d'un petit nounours avec ses grosses bajoux belles à croquer. Très jeune, Max est devenu sportif, joueur de hockey et gardien de but de soccer. Toute la famille était dans le sport. La maman aussi jouait au soccer, le papa. On était 5 joueurs de soccer. Alors, Max avait beaucoup d'amis et il était leur confident, selon ce qu'ils nous ont
vraiment raconter à son décès. Max aimait beaucoup la musique. Il jouait du tam-tam. Il avait un tam-tam à lui qu'on a gardé à la maison et qu'à chaque réunion familiale, il y a quelqu'un qui joue du tam-tam pour s'amuser, les petits-enfants ou même les adultes. Maxime n'avait pas que de qualité. Il était très traîneux. On ne voyait jamais le plancher. Pardon? On se serait bien entendu, Oh, lui et oui. moi. Je traîne un peu. Je pense que oui, peut-être, je ne sais pas. Alors, il était très traîneux et on ne voyait jamais le plancher de sa chambre. Sa garde-robe étalée par terre, pour lui, c'était normal d'aller choisir ses vêtements de cette façon-là, jusqu'à l'âge, en adolescence en tout cas. Indécis dans ce qu'il allait faire plus tard, il était admis à l'université. Il devait entrer à l'université en communication en septembre 2009. L'accident est arrivé en juillet 2009, donc Maxime attendait justement pour entrer à l'université. À 20 ans, Max était rassembleur, très souriant, aimé de ses amis et très sportif. Alors, ça vous donne une petite idée de comment était Maxime, très farceur aussi, beaucoup de plaisir avec ses deux autres frères, beaucoup de complicité entre les trois. Moi, je disais que j'avais mon trio. Alors, c'est ça. C'est à peu près ça, la description de Maxime. Ça nous donne une bonne idée Oui. de qui est Maxime. Hein? Et puis alors, tu étais venu il y a plusieurs années nous parler au tout début de ton deuil, pour nous exprimer les premiers pas dans le deuil, ce que tu vivais à ce moment-là. Ça fait longtemps, ça. On parle de 2017, 2016, 2017. Oui. Tu reviens aujourd'hui, 16 ans après sa mort. On n'a pas si souvent que ça entendu quelqu'un nous parler d'un être cher qui n'est plus de ce côté-ci de la vie, mais qui a toujours été dans ton cœur, j'en suis sûre, il l'est encore, toutes ces années-là. Mais peut-être si tu nous décrivais d'abord comment tu as appris cette nouvelle-là, et puis après, on va entrer dans comment tu as réagi à tout ça. OK. C'est samedi soir, on est à l'extérieur de Montréal. On est avec deux autres couples, mes parents et ma sœur, à Ottawa. Alors, on est quand même à 2 heures de Montréal. Et le soir, le samedi soir, on reçoit un appel dans notre chambre d'hôtel, nous disant que Maxime avait été impliqué dans un accident de la route à l'île Bizarre. Et on demeurait à l'île Bizarre. Alors, on est parti très rapidement. J'ai demandé comment il était. Ils ont dit, il est conscient, mais il faut que vous vous en veniez assez rapidement. Alors, c'est quand même 2 heures de route. Ça a été difficile, ces 2 heures-là de route. On était tout seuls, Jean-Pierre et moi. Les deux autres couples sont restés là-bas. C'est un policier qui a appelé? Non, c'est un ami de Maxime. En fait, je dis un ami, ça fait 16 ans. C'est notre fils Vincent, qui a presque crié au téléphone. Je l'entends encore nous dire ça, là. C'est Vincent qui a appelé pour nous dire, « Maman, Vincent nous a dit, Maxime a été impliqué dans un accident de la route. » Alors, on s'est en allé directement à l'hôpital Sacré-Cœur. Et puis là-bas, Maxime était branché de tout bord, de tout côté. Il était inconscient. Évidemment, je pense qu'il gardait en vie pour qu'on puisse le voir. C'est des émotions, hein? Oh oui, on est prête. C'est correct. Juste au cas où. Bien sûr. Alors là, on est passé, écoutez, il y a des choses que je vais peut-être oublier. On est passé plusieurs heures à son chevet. À un moment donné, les médecins nous ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il fallait le débrancher. Alors, c'est par ça qu'on est passé. C'était quand même très difficile, toute la famille. On était dans une salle de famille ensemble. Toutes les copines des garçons étaient là. Et on est sortis aux petites heures du matin, sans Maxime. Et
il faut que je vous dise quelque chose parce que par après, on va parler des dédales de la justice. Hein? On était là-dedans quand même 4 ans. Et j'oublierai jamais, en sortant de l'hôpital, la maman du chauffeur, parce que Maxime n'était pas le chauffeur, il était passager. Et la maman du chauffeur m'a dit à l'oreille, puis c'était pas comme une vengeance ou quoi que ce soit, mais elle a dit, tu vas voir Sylvie, il va être puni pour ce qu'il a fait. Fait que j'oublierai jamais ces paroles-là. Puis moi, ben mon fils vient de mourir. Le chauffeur était encore vivant. Alors on s'est en allé à la maison. Et là, ben c'est difficile de rentrer à la maison quand il te manque un enfant. Toi, tu avais pu lui parler là, avant de le débrancher. Tu lui as parlé, tout ça. Tu as dit tes derniers mots. Puis là, après, vous êtes rentrés ensemble, tout le monde, à la maison. Il y a des détails que je ne dis pas parce que je vais me mettre à pleurer. Ben, d'accord. On t'écoute. C'est trop... Ben oui. On t'écoute. Vas-y avec ce que tu peux nous dire. Oui. On a tous parlé, chacun notre tour à Maxime, malgré le fait qu'il était inconscient. Puis il y avait collet cervical, puis ben c'est sûr. Mais c'est difficile, ces moments-là, à l'hôpital. Puis c'est difficile aussi dans la chambre de famille, avec nos grands garçons. Tu sais, Jean-Philippe, Vincent, puis comme en colère, qui ne veulent pas perdre leur petit frère. Puis... Fait que ça, c'est des moments difficiles. Puis à ce moment-là, moi, mais je pense que j'ai toujours été comme ça pendant toutes les années, du deuil, puis je voulais tout le temps que ma marmaille soit correcte. Fait que là, j'allais voir un, j'allais voir l'autre, puis j'essayais c'était comme une nécessité pour moi de veiller à ce que tout le monde soit bien, que tout le monde soit... Moi, j'avais de la peine, ça ne va pas de bon sens, mais j'étais comme celle qu'il fallait qu'ils retiennent mon monde, les aider. Alors là, c'est ça. Bien, je vais le dire, je vais être capable de le dire. C'est que, puisque j'ai mis cet enfant-là au monde, je me suis dit, quand ils vont le débrancher, j'ai couché mon oreille sur son cœur pour entendre ses derniers battements. Alors ça, j'ai fait ça, puis... Oui, ça, c'est triste, ça. C'est triste, et puis en même temps, c'est un grand geste. Oui. Hein? C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Et puis, tu as écouté jusqu'au bout. Et tu avais écouté quand il est arrivé au monde. C'est la seule chose que j'ai de la difficulté à dire. Bien sûr. Ça fait 16 ans, je le dis, puis ça fait 16 ans que je pleure. C'est un moment très puissant. Tu sais, quelqu'un qui me demande, en tout cas, mais je suis heureuse d'avoir fait ça. Je suis heureuse d'avoir fait ça. Et les garçons, eux autres, ils étaient de l'autre côté, puis ils écoutaient l'appareil, parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de bruit, là, la respiration et tout ça. Mais moi, j'étais avec Maxime. Puis... Alors, c'est ça. Après ça, on retourne à la maison. Et puis là, c'est difficile. Tu retrouves toute sa chambre, tu retrouves ses souliers dans l'entrée. Ça, c'est quelque chose. Quelque chose qui ne marche pas. Hein? Non. Puis à partir de ce moment-là, Jean-Pierre et moi, je pense, en tout cas, les enfants probablement, mais j'étais comme anesthésiée. J'étais comme... j'étais là, mais à côté de mes souliers. Je dis tout le temps ça. J'étais comme à côté de mes souliers. J'étais à côté de mes souliers plusieurs mois, là. Plusieurs mois où je fonctionnais, mais pour les autres aussi. Parce qu'on a 2 autres garçons. Puis je voulais pas laisser... Évidemment qu'ils savaient que j'avais beaucoup, beaucoup de peine, Maxime et Jean-Pierre. Et Maxime, excusez, là, je me trompe parce que je vois Jean-Pierre en même temps. Il me fait des clins d'œil. Je parle de Jean-Philippe et de Vincent, que je savais qu'il y avait beaucoup de peine, eux autres aussi. Puis je me disais, il faut que je continue pour mes 2 autres fils aussi. Parce que je les aimais autant que j'aime Maxime, puis je ne voulais pas les laisser tomber. Fait que ça j'ai commencé ça très, très, très tôt dans mon deuil, de me dire, j'ai mes 2 autres fils, puis je veux m'occuper d'eux autres aussi. Je sais qu'ils vont me voir pleurer beaucoup, Maxime, mais ils sont là présentement. Hein? Oui, absolument. Oui. Hein, on veut, d'abord, on a besoin, j'imagine,
de recréer encore plus fort tous les liens qui étaient déjà présents, mais on a besoin d'être ensemble. Puis vous étiez déjà une famille très tissée serrée, je crois. Oui, Hein? très, très, très tissée serrée. Avec vos parents. Avec mes parents aussi. On appelle ça le clan Rollo. Ma mère s'appelle Laurie, mon père s'appelle Roger Rollo. C'est eux autres qui ont inventé ça. Et puis, on est une quarantaine dans cette famille-là. On est rendu quasiment 50. Puis, on est très près. On a toujours fait des rencontres familiales à chaque année. Tout le monde aimait beaucoup Maxime, évidemment, nos deux autres fils aussi, mais le départ de Maxime a été difficile pour les cousins, pour les cousines qui ont connu Maxime, qui ont grandi avec lui, qui ont vieilli avec lui. Alors, si on revient un petit peu au tout début de l'histoire, donc il y avait les procédures là, légales, et puis tu devais aller écouter, j'imagine, te présenter. Il me semble que tu m'avais dit que ça a été long, ça. Oui. C'est sûr que là, on retourne à l'année 2009. On est rendu en 2025. C'est un peu plus rapide maintenant, mais dans ce temps-là, ça a pris 4 ans avant que ça se règle. L'histoire est que, je n'irai pas dans tous les détails, mais de la façon que ça s'est passé, c'est que le chauffeur en question avait pris quelques bières dans son spa l'après-midi. Il est passé avec son nouveau Jeep chercher Maxime. Il lui a dit, j'ai un nouveau Jeep, veux-tu l'essayer? Mais mon fils ne sait pas que lui a pris de l'alcool. Puis j'étais contente parce qu'en même temps, mon fils, il n'y avait aucun alcool dans son sang. Tu sais, ça m'aurait comme un peu dérangé. Mais il n'y avait absolument rien. Alors, Maxime embarque avec, et puis, vu qu'il y avait un petit peu de... Puis ça paraissait pas. On appelle ça l'état euphorique, qui fait que tu peux être de bonne humeur, mais tu n'es pas toujours en bonne condition pour conduire, pour prendre le volant. Alors, il a fait de la vitesse, à l'île Bizarre, et puis on fait des tonneaux. Et puis, c'est ça, mon fils en est décédé. Donc, c'est sûr que il a dû passer... devant la justice parce qu'il avait conduit en état d'ébriété, causant la mort et d'autres accusations. Et ce qu'on a trouvé le plus difficile, c'est qu'il a plaidé non coupable. Et son taux d'alcool, là, on savait c'était combien, puis tout ça. Puis ça a été plus difficile. C'est-à-dire que quand tu as un deuil comme ça, tu ne peux pas te concentrer sur ton deuil complètement parce que moi, au palais de justice, on est allé, je ne sais pas, 10 fois, 15 fois. Puis à chaque fois, moi, ça me rendait malade. Là. La veille, là, j'étais énervée, j'étais nerveuse, j'avais de la difficulté, mais je me disais, ça fait partie de l'histoire de Maxime. Je veux pas manquer ça. Je n'aimais pas ça y aller. Je n'étais pas bien là-dedans. Les 2 familles de chaque côté, puis... Fait que des fois, on y allait, il y avait quelqu'un qui était absent ou l'avocat ne s'était pas présenté. Ou, tu sais, au palais de justice de Montréal, on partait de l'île Bizarre, on se préparait. Ma sœur Louise m'accompagnait toujours pour m'aider à passer au travers ça. Et puis ça a été très difficile, puisqu'il ne plaidait pas coupable. Puis pour nous, c'était évident que il aurait dû. T'sais. Finalement, ça a fini que ce jeune-là s'est retrouvé à faire de la prison. Il est allé, je pense qu'il avait 2 ans ou moins de 2 ans, mais étant donné qu'il fait, je me souviens, le 6e de ça, il a fait 6 mois. Il a fait 6 mois. Alors, au palais de justice, moi, j'avais besoin, et Jean-Pierre l'a fait aussi, de lui écrire une lettre et de lui lire les yeux dans les yeux avant qu'il parte en prison. Puis c'est triste, par exemple. Ça répare rien, le fait qu'il fasse la prison. Pour moi, c'était comme la justice. Tu ne peux pas conduire en état d'ébriété, puis tuer quelqu'un. Alors, c'était nécessaire pour moi, ça.
Mais j'essayais de me mettre dans la peau des parents. C'est difficile pour les parents de ce fils-là, de ce chauffeur-là. Alors, je lui avais écrit une lettre, puis je le regardais dans les yeux, puis j'aurais tant aimé cette journée-là qu'il s'excuse, qu'il demande pardon, qu'il dise « je suis désolée », mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Puis là, je le vois partir avec ses menottes là, du côté gauche. Là. On le voit partir. Fait que ces 4 années-là, c'était le deuil, mais c'était aussi ça. Puis les enfants ne sont pas venus. Ça, on disait aux enfants, vous pouvez venir si vous voulez, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est pas quelque chose d'agréable. C'est long aussi. Très long. On ne va pas là juste pour 1 heure. On va là pour plusieurs heures. Alors, c'est comme ça. Oui, oui. Et puis, tu as dit quelque chose d'important, c'était nécessaire, cette procédure, cette punition, mais en même temps, c'est pas ça qui vient soulager le deuil. Non. Hein, ça a été un parcours qui a fait que c'était plus long d'entrer tranquillement, doucement, vous autres, la famille, dans le deuil, après que ça se soit terminé du côté légal. Là, on entre dans le deuil après, hein? Oui, là, on entre dans le deuil. Mais pendant ces 4 années-là, puis si on retourne juste à la justice, tu as le procureur qui appelle souvent à la maison, mais d'une gentillesse. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Je dis son nom parce qu'il était tellement gentil. C'est Denis Galiatatsos. En tout cas, il est encore là. Je le vois encore dans les journaux. D'une délicatesse et d'une gentillesse et toujours avec beaucoup de compassion, mais il l'appelait souvent à la maison. Donc, on ne peut pas se sortir de là. Donc, oui, pendant 4 ans, Joanne, j'ai eu l'aide d'un psychologue. Pendant ces années-là, j'ai vu un psychologue. Là, on est en 2009. Hein, là, je me suis dit... 2 ans plus tard seulement que j'ai demandé de l'aide, parce que peut-être 1 an et demi après, là, j'ai commencé à avoir un psychologue parce qu'au début, j'étais tellement... j'étais pas bien, même pas pour conduire. C'est pour dire, là, je m'en vais à un rendez-vous, puis je me rends en voiture. Je n'étais même pas assez bien pour faire ça. Fait que là, c'est des amis, mes sœurs m'ont dit, là, Sylvie, il faudrait que tu ailles voir quelqu'un. Alors, j'ai vu un psychologue. Et aussi, je ne suis pas très bonne dans les années, mais j'ai commencé à... Les gens me disaient, à la maison Montbourquette, ils font des thérapies pour les parents qui ont perdu des enfants. Et je savais que c'était très aidant pour moi, le psychologue, mais j'avais besoin d'autre chose que ça, parce que je m'en allais pas du bon côté. Là. C'était difficile et je ne parvenais pas seule à m'en sortir. Évidemment, j'ai été médicamentée. Et je le suis toujours, parce que j'ai même essayé de me sevrer. Et puis, j'ai encore, après tant d'années, je pense que c'est le cerveau qui n'oublie pas. Ça peut m'arriver de faire des crises d'angoisse nocturnes, en plein sommeil. Je me fais réveiller par une crise d'angoisse. Je n'avais jamais connu ça. Et quand j'ai commencé à me sevrer, je suis allée voir la pharmacienne qui était tellement gentille. Puis elle m'a dit, Madame Andreu, pourquoi vous vous donnez tant de misère? Pourquoi vous voulez faire ça? Je dis, bon, ça va me faire perdre du poids parce que tout ce que je prends, ça me fait prendre du poids. Mais finalement, je prends du poids. Mais ce qui est important, c'est la tête. Alors, tu prends du mieux. Je prends du mieux. Alors, je suis beaucoup mieux. Je me dis, ma tête va bien. Je suis capable de rire. Ça m'aide, finalement. Alors, j'ai décidé que pour la vie, je vais l'être. Puis, c'est comme ça. Moi, j'ai eu une immense blessure qui ne part pas si facilement. Mais avec la médication, ça m'aide beaucoup. Alors, tout ça pour dire qu'à la maison Montbourquette, je suis allée faire la thérapie pour les parents. Ça m'a aidé énormément, énormément. Ça m'a fait réaliser aussi, parce qu'on se sent seul parfois quand
on vit des gros événements comme ça. Et là, j'étais avec des parents qui avaient perdu des enfants et on faisait juste se regarder, puis on connectait tout de suite. Hein. Un sentiment d'appartenance, Oui. de solidarité. Oui, puis raconter ce qu'on avait, puis on ressentait souvent les mêmes choses. Et puis, j'ai été plusieurs semaines à faire ça. J'ai trouvé ça très difficile, parce que moi, je partais de l'île Bizarre et j'allais à Montréal faire ça. Puis, il y a certains retours à la maison, là. Je ne sais pas si c'était dangereux pour les autres, mais j'ai pas eu conscience de revenir à la maison. J'étais comme dans une bulle. Je pensais à tout ce que j'avais fait dans ma soirée. Puis, c'est pas juste sur le coup, hein, que ça nous aide. C'est pendant la semaine. Je faisais ça une fois par semaine. Puis là, pendant la semaine, je pensais à certaines affaires. Puis je me disais, ah oui, ça c'est bon, ça va m'aider, ça. Alors, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qui m'a sorti, là, je dirais, là, de l'immense peine que je pensais jamais être capable de me sortir. Jamais. Je me disais, je m'en sortirai jamais. Bien, je m'en suis sortie. Et puis, oui, bien, aussi, c'est que, sauf erreur, je crois qu'après avoir été dans ces groupes avec les gens, là, tu as décidé de t'impliquer toi-même. Oui, c'est vrai. Alors là, je suis devenue bénévole à la Maison Montporquet. Et j'ai eu une formation pour faire la ligne d'écoute, pour écouter les endeuillés. J'ai aimé ça, faire ça, là. J'ai fait ça pendant presque 5 ans. J'y allais à peu près 2 ou 3 fois par mois, une journée par semaine. Et puis, parce que, puis aussi, on faisait comme des lignes d'écoute, mettons, pour 4 heures. C'était 4 heures, 2 à 6, je pense. Des blocs de 4 heures. C'est ça, des blocs de 4 heures. Parce qu'à un moment donné, ça devient un petit peu difficile, mais c'était juste parfait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Malgré le fait que j'étais là pour aider les autres, j'écoutais la peine des autres. Et ça m'a beaucoup apporté. C'était très enrichissant pour moi. Je revenais chez nous, j'avais l'impression que j'avais aidé des gens. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et on a oublié de parler que pendant ces 4 années-là, 2 ans, c'est-à-dire en 2011, on est déménagé. Ce qui arrive des fois, après une perte comme ça d'enfants ou de personnes, ça peut être une maman, ça peut être... Et puis, c'est ça, on est déménagé. Parce que l'événement était arrivé à l'île Bizarre? C'est-à-dire qu'on est déménagé aussi à l'île Bizarre. Mais l'île Bizarre, c'est comme partagé en 2. Alors, pour moi, c'était ça qui me se passait. Des fois, j'en parlais souvent avec Jean-Pierre. Jean-Pierre avait moins ces sentiments-là. Mais moi, j'ai été longtemps à la maison avec les enfants. Alors, l'île Bizarre, je connais comme c'était mon territoire, là, avec les enfants, l'école. Et quand on rentre à l'île Bizarre, le côté droit, j'appelle ça le côté droit où l'accident est arrivé, et le côté gauche, pour moi, c'était comme le bonheur. C'était comme, j'aime ça, la gauche, c'est des grands champs, puis c'était pas là que c'était arrivé. J'avais l'impression, quand je tournais à droite pour aller à notre ancienne maison, que j'étais toujours sur le chemin, puis j'étais sur le chemin où l'accident est arrivé. Puis ça m'affectait toujours. Alors, une bonne journée, en tout cas, j'ai trouvé une maison du côté gauche de l'île Bizarre qui était sur un golfe, puis c'était comme un paradis, là. Et on est déménagé 2 ans après le décès de Maxime. Ça nous a fait beaucoup de bien. Donc, il faut faire des changements parfois. Hein? Comme ça a aidé, Oui. Ben, nous, oui. Je connais une famille aussi à l'île Bizarre qui a perdu un enfant, puis ils sont toujours demeurés dans leur maison. C'est correct. C'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. Nous, ça nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. C'était comme un j'ai eu, par exemple, un sentiment que je laissais Maxime. En déménageant? Oui. Ah, oui. J'ai eu comme je me disais, c'est la maison où Maxime est né. Mais ça a duré peut-être quelques semaines. Puis après ça, je me suis dit, regarde, Sylvie, là, c'est ça qu'il faut faire. On est bien, on est heureux. C'était vraiment une belle, belle, belle aventure qui a commencé là. On est resté 12 ans.
Et maintenant, on est rendu dans l'Anaudière, à Saint-Alphonse-Rodriguez, sur le bord d'un lac, en la retraite, parce qu'on est vieux. Par rapport, on est vieux. Et on est à 1h10 de Montréal. Alors, nos 2 fils, il y en a un qui a un chalet pas loin, puis il y en a un autre. Il faut toujours qu'on soit près. Il ne faut pas qu'on soit loin l'un de l'autre. Et c'est ça. Et c'est facile pour nous de se voir. Est-ce que tu trouvais que, puisque Jean-Pierre est avec nous, on va l'inclure un petit peu aussi avec la question du deuil. Est-ce que tu trouvais que vous étiez très différents dans la façon de le vivre, ou vous le viviez quand même ensemble assez de façon semblable? Est-ce que c'était très différent? Les enfants... c'est-à-dire avec Jean-Pierre? Avec Jean-Pierre? Oui. Le deuil, c'était... Oui, c'était pas mal semblable. C'était pas mal semblable, sauf qu'on a remarqué que, tu sais, un deuil de maman, puis un deuil de papa, puis un deuil de la fratrie, c'est pas pareil. Fait qu'on avait dans la maison, ben, je dirais, on était 5 deuils différents. 4, c'est-à-dire, j'ai la misère à dire 4. On était 4. Alors, 4 personnes différentes, 4 deuils différents qu'on avait à vivre dans la maison. Et Jean-Pierre et moi, on dirait qu'on avait chacun nos moments. Des moments que j'allais pas, il était là pour me ramasser, c'est le cas de le dire. Des moments que lui allait pas, j'étais là pour l'encourager. C'est assez rare que c'est arrivé en même temps qu'on était complètement... dans le même état. Oui. On dirait que peut-être qu'on sentait aussi que l'autre avait plus besoin d'aide, puis on s'aidait mutuellement. Mais on a passé des moments difficiles, là. Des moments très difficiles. Jean-Pierre a été malade par après. Moi, j'ai fait des paralysés dans ma figure, des spasmes de dos, ça m'a rentré dans le corps. J'avais mal dans le corps, c'est le cas de le dire, là. J'avais mal partout. J'ai tout eu. Tu sais, l'ostéopathie, l'acupuncture, des massages, tout pour essayer de calmer mon corps qui était tendu énormément. J'ai pris beaucoup de marche pour essayer de me détendre. Je marchais les poings serrés, puis une thérapeute qui m'avait dit « Essaye à chaque fois que tu marches, juste d'ouvrir tes mains. » Tu sais, juste parce que j'étais tellement tendue. Alors, j'ai eu besoin de ça. Et Jean-Pierre, il a fait de la fibrillation auriculaire et il a fait un AVC. Par après, ouais. Puis, quelques années après la mort de Maxime. Alors, c'est sûr que, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? On ne sait pas. Moi, je dis la maladie du cœur brisé, des fois, ça peut exister. En tout cas, Jean-Pierre, il a fait ça à côté de moi dans la piscine. Alors, c'est un miraculé, Jean-Pierre, qu'il soit ici ce soir, parce que, je parle du trop. Oh, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes captivés par ce vécu. C'est important. Merci. Ouais. Parce que Jean-Pierre avait une séquelle au cerveau, des séquelles au cerveau gros comme un pamplemousse. Et il a dit, le médecin, je crois que votre mari ne parlera plus jamais. Oh, petit téléphone qui sonne. Et mon Dieu, il était très en forme avant Jean-Pierre, avant l'AVC. C'est un sportif, c'est un gars qui a fait des marathons, c'est un gars qui joue au tennis, c'est un gars qui joue au hockey. Alors, le fait qu'il était en forme a fait qu'il s'en est sorti miraculeusement. Et le premier rendez-vous qu'on a eu chez le neurologue, il a dit, « Monsieur Hunter, c'est en fauteuil roulant que vous auriez dû arriver ici, je ne comprends pas. » Ah, c'est un miracle. Et il ne savait pas qu'on avait perdu un fils. Il a dit, je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Pierre, il a dit, vous devez sûrement avoir quelqu'un au ciel pour vous aider parce que c'est pas comme ça qu'on a été supposé vous voir. Puis Jean-Pierre lui a dit, j'ai mon Max qui est là. Oui, on a notre garçon qui est au ciel. Alors, ça tombe dans tout l'être, hein? La peine. Oui, la peine, ça tombe use dans le tout cœur. l'être. Et ta question, c'était de savoir comment on avait vécu ça, Jean-Pierre et moi. On s'est tellement aidés.
C'est difficile de voir l'autre... En arracher, souffrir. Oui, puis plus encore. En arracher, souffrir, faire des crises, de ne pas pleurer, là, c'est sangloter, c'est... JP, je l'appelle JP, il allait dans la piscine, là, je me souviens, là, et il parlait à Maxime toute seule dans la piscine, mais il sanglotait des heures de temps. Mais c'est l'ennui aussi, c'est l'ennui, c'est le fait qu'il n'est plus là, il n'est plus là avec nous, hein, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont... De toute façon, on perd quelqu'un, que ce soit un enfant, que ce soit sa maman, son conjoint, un ami, on va le manquer. C'est l'ennui souvent qui pèse lourd. Oui. Qu'est-ce que tu dirais là qu'une expérience comme ça, au fil des années, laisse? C'est-à-dire qu'au début, là, j'imagine qu'on en parle de telle façon, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, la peine est toujours là, le manque est toujours là. J'ai toujours été portée à comparer la douleur, donc, de la perte d'un être cher à une brûlure vive. Puis je pense au tout début des grands brûlés, comment la douleur est vive et puis qu'ils doivent se faire greffer la peau jusqu'à ce que ça cicatrise et que ça fasse moins mal. Je pense que nous avions lu ensemble au même moment le livre de Fauré, qui disait que le psychiatre Fauré, vivre le deuil au jour le jour, et il disait que éventuellement, ça se cicatrise. Ça reste, mais c'est cicatrisé. As-tu trouvé ça, que la douleur était beaucoup moins vive, et heureusement? Oh, heureusement, parce que c'est trop difficile. On ne peut pas rester... c'est pour ça aussi que j'ai été médicamentée, parce que c'était trop lourd pour moi. Je ne pouvais pas supporter ça, cette douleur-là. Et oui, Joanne, heureusement, le temps. Ma mère me disait souvent, quand je l'appelais, « Sylvie, le temps arrange les choses. » Mais moi, je disais toujours, « Oui, mais il faut que je passe à travers le temps. » C'est facile, ça, de dire ça aux autres, aux endeuillés. Le temps arrange les choses, oui, mais il faut passer dans le temps. Il faut passer dans le temps. Les journées, il faut passer à travers nos journées difficiles. Il faut passer à travers... Mais avec le temps, c'est vrai, ça fait 16 ans, mais ça ne fait pas 16 ans que je suis comme ça. J'ai eu quand même des années difficiles, là, justement à cause de la justice. Moi, je dirais que les 5 premières années, Jean-Pierre et moi, on a trouvé ça très, très difficile. Mais s'il n'y avait pas eu toutes les dédales compliquées de la justice, j'imagine que ça se serait passé mieux. Ça aurait été moins compliqué, moins traumatisant aussi, comme mort. La mort de notre fils, c'était traumatisant. Alors, c'est sûr que c'était un cas compliqué, j'appelle. Mais avec le temps, on en parle de Maxime à chaque repas qu'on fait. On me lève un verre à Maxime. On a des petits-enfants maintenant qui posent des questions, ou des petits-enfants, mais 14 ans, puis 12 ans, puis 5 ans et 3 ans. Mais les 4 connaissent bien Maxime, c'est-à-dire, on n'a pas parti rien. On a plein de photos chez nous. Tu ne peux pas passer à côté qu'on a eu 3 enfants, il y en a partout. Mais ça fait partie de notre vie. Ça fait partie des années qu'on a fait plein de choses. Nous autres, on louait des chalets, on allait toutes les familles ensemble. On voit des photos de Maxime partout. Les petits-enfants ont commencé à demander « c'est qui lui? C'est qui lui? » Fait qu'on a expliqué que c'est Maxime. Alors, il y a eu un accident de voiture, il est décédé. Fait que la petite, là, quand elle avait 3-4 ans, elle a dit « J'aurais tant voulu le connaître. Oh, » c'est beau. Elle s'appelle Maxime. Elle s'appelle Maxime. Puis les enfants nous ont demandé, est-ce qu'on peut l'appeler Maxime? Est-ce que ça va vous déranger? Et puis, mon fils a dit, si c'est un garçon, on ne l'appellera pas Maxime.
Mais si c'est une fille, on va l'appeler Maxime, pas de E, pour que ce soit différent. Puis, c'est correct. Mais, tu sais, moi, je l'appelais Max, mais j'appellerai jamais Maxime Max. Ah oui. Je peux pas. Non. Tu sais, Maxime, c'est Maxime, puis Max, c'est mon Max. Oui, c'était réservé comme petit mot doux. Hein? Oui. Oui. Alors, les petits-enfants apportent beaucoup de bonheur. Et puis, ce que j'entends, c'est que vous n'avez jamais cessé de parler de Maxime ensemble. Donc, il existe à travers vous, avec tous les souvenirs, les photos, les... Ah oui, Maxime existe à travers nous. Mon Vincent a eu 40 ans. Nos enfants ont 40 et 42 ans, le plus vieux. Et à 40 ans, notre Maxime, comme joueur de hockey, avait le numéro 40. Il faut que je garde mon micro. Le numéro 40 comme joueur de hockey. Et Vincent a eu 40 ans. Alors, ses amis, ils lui ont fait un gros party chez lui. Ils ont fait faire des chandails de 40 Hunter. Alors, c'était beau. Oui, c'est beau. C'est des beaux chandails. Oui. Ça, des beaux chandails. Et c'était pour Maxime en même temps, mais pour Vincent, qui manque son frère beaucoup, parce qu'il était très près l'un de l'autre, et Jean-Philippe aussi. Alors, on le fait vivre des fois comme ça, avec des petites pensées. Maxime aimait les cardinals, beaucoup, comme oiseau. On a vu le petit oiseau sur l'affiche, là. Le petit oiseau sur l'affiche. Il aimait cet oiseau. Oh oui, oh oui. À l'île Bizarre, on avait des cabanes d'oiseaux. Moi, j'aime ça, là, nourrir les oiseaux. Puis on avait la chance d'avoir le cardinal qui venait chanter avec la femelle. Ils sont toujours ensemble. C'était tellement beau, puis Maxime aimait ça, toujours. Alors, il y a même un cousin, ça, j'en revenais pas, qui s'est fait tatouer un cardinal sur son mollet en souvenir de son cousin. Puis ça a pris du temps avant que je le voie et qu'il me le dise. En tout cas, Maxime manque beaucoup. Il y a plein de petits clins d'œil ici et là à Maxime pour rappeler qu'il a été important. Oui. C'est important d'en parler, puis de pas... c'est pas tabou. C'est pas, on n'en parle pas. Non, on parle de Maxime. On n'en parle pas 3 heures de temps, là. Mais on a des petits clins d'œil, on a des petits... Les frères vont parler quand ils étaient jeunes, qu'ils jouaient avec eux. Et ce soir, on a ici une surprise, en tout cas pour moi, la gardienne de mes enfants, qui est ici ce soir, Monique, qui est gardé pendant 8-9 ans les fils. Oui. Et tu ne savais pas qu'elle était ici ce soir? Je ne savais pas. C'est pour ça que tantôt, elle m'a toute démaquillée. Elle est arrivée avant que ça commence, puis oh mon Dieu, j'ai eu beaucoup d'émotions. Ça me fait tellement plaisir que tu sois là, Monique. Monique a pris soin de nos enfants. Écoute. Petits. Ah oui. Et, ah oui. Pour les gens à la maison, la gardienne des 3 garçons, elle est présente ici en salle. Elle a fait une belle surprise à notre invité. Et puis, elle est en train de nous dire qu'elle les aimait tellement. Elle voulait aller les garder vite à la maison et puis ne pas... Elle avait menti sur son âge là, pour aller les garder. Elle nous dit ça ce soir. Ben on va se parler dans le stationnement. Hey, Monique, mais tu sais, Monique, c'était Monique, les garçons l'adoraient. Ah oui? Puis écoute, puis t'es professeure, elle est enseignante. C'est une relation spéciale. Oui. Ça fait longtemps qu'on a vu Monique. Ça fait très longtemps, là, moi. Ah oui. Oui. C'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur. Oui. Il y a des soirées comme ça, des belles surprises où on s'attendait pas d'avoir quelqu'un qui était si signifiante dans l'événement. Peut-être qu'on peut continuer juste 2-3 petites choses avec le micro pendant qu'on l'a, parce que c'est quand même assez spécial. Mais je voudrais vous demander, quand vous écoutez, comment
Sylvie s'exprime ce soir sur la perte et tout ça. Est-ce que il y a des choses qui vous étonnent à entendre ou vous êtes surprise ou vous la reconnaissez? Je dois confesser que je n'étais pas au courant. Et j'ai reçu un messenger dimanche et c'est elle qui communiquait avec moi. Elle m'expliquait qu'elle allait donner cette conférence. Alors, j'ai été comme très bouleversée, secouée de ça, surtout parce que je n'ai pas pu être là. Et je pense qu'on perd des gens. Moi, j'ai perdu mon père, d'écouter le cœur, ça m'a beaucoup interpellée. J'ai fait la même chose quand il nous a quittés. Je dirais que cette douleur vive-là, ça me touche beaucoup parce que je pense qu'on a juste le goût de crier, je ne sais pas. C'est... Et, oui. En réalité, ce qui est arrivé, c'est que Maxime avait 20 ans. Ça faisait peut-être combien d'années, Monique, qu'on ne se voyait plus. C'est pas une raison. Mais on s'est perdu de vue. De vue. Comme on n'avait mon plus besoin de premier gardienne. Ça fait 25 ans qu'on ne s'est pas vu. Ça fait 25 ans qu'on ne s'est pas vu. Parce que je suis allée il y avait à peu près 1 an. J'avais été à l'Île Bizarre. C'est ça. Alors, évidemment, Maxime est décédé. On est une famille de 3 garçons. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Parce qu'on a 3 équipes de hockey, 3 équipes de soccer, 3 équipes de... Fait qu'on connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et j'étais convaincue que le West Island au complet était au courant de l'histoire de Maxime. Mais je ne vivais plus dans le West Island, ben c'est oui, c'est ça. Alors là, c'est ça, j'ai envoyé l'invitation à Monique, puis elle me dit ça, j'ai fait non. Mais avec les années, j'ai comme aussi, pas une excuse, mais perdu la mémoire. Il y a des choses depuis l'accident de Maxime qui sont effacées. En tout cas, gelées puis qui dégèlent comme ce soir. Hein? Ça a dégelé comme souvenir. Ça n'a pas de bon sens. Oui. Des fois, on est à un souper puis on parle puis les gars disent « Maman, tu ne te souviens pas de ça? » Non. Fait que je pense qu'il y a des choses qui sont parties depuis 16 ans parce que j'ai tellement eu de douleur puis il y a des choses qui sont parties. Mais oui. Et qui peuvent revenir comme tout. Alors, quand il était tout petit, Maxime, il était un petit bonhomme joyeux. Exactement comme elle l'a décrit. Oui. C'est l'enfant que j'ai connu le moins parce qu'il était bébé, puis moi, c'est ça, j'étais sur le début de ma carrière. Donc, ah oui, vous avez plus connu les 2 frères. Oui, les 2 frères, c'était vraiment... Oui. Ben, c'est formidable, merci beaucoup. Oui. Alors, et toi, quand tu penses à Maxime, ça t'arrive de dire « Ah, il aurait 36 ans » ou tu le vois toujours à 20 ans ou tu as des images de tous ces âges jusqu'à 20 ans? Ça m'arrive de rêver à l'occasion à Maxime. Et puis, Jean-Pierre me disait qu'il rêvait souvent, puis je disais, t'es chanceux, moi je rêve pas souvent à Maxime. Et quand je rêvais à Maxime, c'était toujours bébé. Toujours bébé, à l'école, première année, deuxième année. C'est comme ça. Là, ça fait longtemps, je serais due là, pour rêver à lui. Ça fait longtemps que j'ai rêvé à Maxime. Mais quand je l'imagine, oui, j'aimerais ça, voir qu'est-ce qu'il aurait l'air à 36 ans. Mais pour moi, sa vie s'est arrêtée à 20 ans. Alors, les photos que j'ai dans la maison, ben, c'est ça que j'ai de souvenirs de lui. Il y a un commentateur de hockey qui s'appelle, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de son nom, c'est le portrait de Maxime. Et quand je regarde le hockey, là, j'ai l'œil dessus, puis je le regarde tout le temps, puis j'imagine que c'est ce que Maxime aurait l'air. Je l'imagine, mais ça qu'on parle souvent, Jean-Pierre et moi, les photos, ça ne change jamais. Hein? Oui, c'est vrai, ça. Les photos ne changent jamais, alors on regarde ça, puis on se dit, OK, c'est Maxime à 20 ans, à 6 ans, 5 ans, 16 ans, mais qu'est-ce qu'il aurait l'air, puis qu'est-ce qu'il ferait? Puis on se demande toujours, au début, quand les enfants venaient nous voir, là, on voyait 2 voitures partir, là. On a pleuré longtemps de se dire, il devrait y en avoir 3 voitures qui partent. T'sais. Puis, mais
on vit maintenant de cette façon-là, puis il faut l'accepter aussi, là. Mais ça, c'était comme au début, quand les gars venaient nous voir, on se disait, ça n'a pas de bon sens. Le vide que ça laisse. Pour longtemps, parce que, regarde, encore 16 ans, là, puis je pense encore toujours à Maxime. Je me demande qu'est-ce qu'il aurait fait. Il aurait eu des petits-enfants. Maxime adorait les enfants. Il adorait les enfants. Et des fois, je me dis, je ne sais pas si c'est pareil pour vous qui avez perdu un... Est-ce qu'il y a une journée qu'on ne pense pas à l'être cher qui est disparu? Pas moi. Des fois, je me dis, c'est fatigant, ça fait 16 ans que je pense à lui, à tous les jours. Ça, là, à un moment donné, j'ai eu une fatigue de ça. Après ça, je me suis dit, je vais le voir autrement. Je vais le porter en moi, je vais l'amener partout où je vais, puis il va m'aider dans toutes sortes de situations. Puis maintenant, c'est comme ça. Oui. Tu sais, au début, je me disais, les 4, 5, 6, 7, je me disais, comme c'est épuisant de toujours avoir à penser. C'est sûr que je pense à lui à tous les jours, mais je pense à l'accident, je pense à toutes sortes d'affaires. Maintenant, je le vois autrement, je peux pas le revoir, c'est pas possible, ça m'arrivera pas. Mais je paierais cher pour le voir une minute. Mon Dieu, hein? Oui. Une minute. Des fois, je dis, puis 30 secondes, puis c'est tout. Juste lui dire bonjour. Ouais. Hein? Ouais. Mais oui. Ouais. Je pense aussi, tu me disais tantôt, qu'il y a un de tes fils qui t'écoute ce soir. Oui. En fait, mes 2 fils ont toujours été avec nous partout, si on faisait des conférences ou des soirées spéciales. Ce soir, Vincent, sa conjointe est urgentologue, elle est à l'hôpital ce soir, et Vincent est avec ses 2 petits-enfants. Alors, il ne peut pas être là. Et mon autre fils, de 42 ans, est dans l'avion présentement, dans l'avion. Il s'en va travailler pour la semaine à Edmonton, et puis il écoute. Jean-Philippe, je te salue, parce que je sais que tu nous écoutes, mon petit Snoro, dans l'avion. Alors, il s'est tout organisé pour avoir le Wi-Fi nécessaire, puis il est dans l'avion. Alors, salut mon beau Jean-Philippe, puis salut mon beau Vincent. C'est formidable, ouais. C'est formidable. Mais Vincent l'écoute à la maison aussi. Oui, c'est super. Ouais. Je les salue aussi, tes garçons. Ouais, parfait, merci. Et avant, peut-être de terminer notre entretien, parce qu'on va demander aux gens d'être en dialogue avec toi, parce que tu dois avoir le goût d'entendre les personnes qui sont venues t'écouter dans ce que tu vivais, puis dans ce que tu aurais encore à leur dire lorsqu'elles vont t'exprimer des questions, des doutes, ou parce que là, maintenant, on appelle ça quand même toute une expérience de deuil pendant 16 ans. Et c'est important de voir si d'autres ici sont vraiment comme toi, comme tu disais tantôt, on ne l'oublie pas à chaque jour, on a une pensée. Et cette pensée-là peut être aussi très heureuse, très joyeuse. Ça peut être des pensées parfois plus tristes, mais ces pensées-là, elles sont précieuses. Et, oui, puis est-ce que je peux juste rajouter avant de... ce qui m'a aidé beaucoup. Tu sais, il y a tellement de choses à dire en 16 ans, c'est beaucoup, là, tout ce que j'ai pu faire pour... Mais moi, pour moi, je m'étais fait jouer un tour par la vie. J'avais perdu mon fils comme ça, quelques secondes. Et ce qui me faisait du bien, j'avais comme besoin de fidélité. Pour moi, je m'étais fait avoir, là, puis je me disais comment je vais faire pour faire confiance en la vie encore. Et là, j'allais marcher dans la nature, ou même pas obligé, s'il y en a qui n'ont pas de nature. Juste le fait de marcher, ça fait du bien. Mais quand j'allais marcher à l'île Bizarre dans le bois, je me disais, bon, l'arbre que j'aime tant, il est encore là. Les fleurs que j'aime tant sont là. C'est banal, mais pour moi, c'était important. C'était comme, OK, j'ai mes points de repère dans la nature. Et la nature m'a aidé, m'aide encore. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est en allé, l'arbre de Maxime, Jean-Pierre, tu as raison.
On a aussi reçu un beau cadeau du bureau de Jean-Pierre, l'arbre de Maxime, un chêne écarlate rouge vif qu'on a planté, mais qu'on a laissé. Fait que là, j'essaie de voir comment je pourrais aller récupérer une petite branche. Mais la dame où on est quitté à l'épisode nous avait dit pas de problème. Fait que oui, on a eu l'arbre de Maxime aussi. Mais le fait d'aller, moi, dans la nature, ça m'a aidé, ça m'aide encore, ça m'apaise. Parce que je suis encore fébrile. Tu sais, je suis restée avec ça. Et puis, j'ai développé des maladies, intolérances de toutes sortes de choses. C'est pas des maladies graves, là. Ça me permet de continuer. Il y en a qui sont pires que moi. Mais j'ai des choses dans mon corps qui sont arrivées, qui font que je suis pas la même Sylvie que j'étais auparavant. Mais comme je parle de la nature, les fleurs, les oiseaux, la nature, c'est très, 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 très thérapeutique pour moi. La marche, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le rire, c'est drôle, hein? Avant, je commençais souvent mes phrases à dire « c'est drôle, hein? » Mais c'est pas drôle, là. Mais c'est ma façon d'être. Et j'étais toute petite, puis je riais. Je suis née comme ça, avec un sourire, puis en aimant jaser avec les gens, en riant avec les gens. Je sais quand m'arrêter, là, quand c'est sérieux, c'est sérieux. Mais des moments très, très, très difficiles, Jean-Pierre et moi, quand on avait des mâchoires là, toutes tendues, là, moi c'est ça me tombait là dans le cou partout. On allait écouter un spectacle d'humoristes. Puis là, on se disait, on va rire, même si on ne rit pas comme avant, là, ça va nous détendre. Alors, on se détendait par ça, puis dédramatiser aussi beaucoup. Tu sais, maintenant, pour moi, là, il ne peut plus rien m'arriver de grave, là. C'est arrivé. Il n'y a plus rien de grave qui peut m'arriver. J'ai vécu le pire dans ma vie. Souvent, je dis ça à mes enfants. Ça va, oui, non, c'est une petite affaire. C'est pas la fin du monde. Tu sais, on va passer au travers. Je ne sais pas si c'est correct de penser comme ça. Bien sûr. Mais oui, ça donne le courage de passer à travers les autres épreuves de la vie après. Oui, hein? Ça m'a beaucoup changé de ce côté-là. Je suis devenue... les gens me disent des fois, tu es forte, mais c'est pas ça, parce que j'ai pas le choix. Je vis avec cet événement-là qui est arrivé dans ma vie. Est-ce que je vais décider de me rouler en boule dans mon lit et de rester comme ça tout le temps? On fait des choix malgré tout. Hein. On fait des choix aussi. On fait des choix. Oui, il y a des choix qu'il faut faire. Il faut s'aider. Oui, beaucoup. C'est ça que je voulais rajouter. Mais oui, écoute, on va passer la parole à nos amis ici ce soir. Et puis, n'hésitez pas à lever la main, nous donner peut-être un bout de votre expérience de deuil, peut-être nous dire comment vous recevez ce soir ces paroles qui sont si importantes d'une maman, puis en présence du père de Maxime aussi qui est là. C'est très touchant de vivre un moment comme ça. Et moi, je suis curieuse de vous écouter, puis d'être avec vous et avec Sylvie pour la prochaine demi-heure. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui aimerait, soit en ligne, soit dans la salle, nous dire un petit quelque chose? Oui. Question. Tout à l'heure, vous avez dit, on se sent très seul. Je connais vos familles, vous êtes tissés serrés. Moi, ça m'est arrivé de perdre un élève à la maternelle. Il était très jeune, il est mort du cancer. Et la mère et moi, on était un peu liés d'amitié. Moi, je pense que comme parent, c'est le sentiment d'impuissance que j'ai trouvé qui est la chose la plus difficile à gérer dans la vie. Comment on doit réagir? Parfois, on marche sur des œufs, on ne veut pas parler de Maxime. Qu'est-ce que l'entourage peut faire? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas s'il y a des formules toutes faites, comme quand votre mère elle vous disait le temps va faire les choses, des phrases toutes faites comme ça n'aide pas nécessairement.
qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on doit agir? Parce que quand on va dans des funérailles, on est tout croche, on ne sait pas quoi dire. Comment on peut accompagner des parents qui ont perdu un enfant ou qui ont perdu... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez trouvé qui vous aurait aidé ou que vous appréciez quand les gens vous approchent d'une certaine façon? Ah, c'est une bonne question, Monique. Parce qu'elle m'embête depuis longtemps. Pardon? Elle m'embête. Cette question-là t'embête m'embête parce que je ne sais jamais comment réagir. Finalement, c'est vrai qu'il y a des commentaires parfois qui peuvent être blessants, qui peuvent être ça a l'air très, très, très régulier. Là, on entend ça souvent. Là, il faudrait peut-être que tu arrêtes de pleurer à un moment donné, mais ça se fait pas comme ça. Mais moi, j'ai vite fait le ménage autour de moi. C'est-à-dire que je vous dis qu'on connaissait, je ne sais pas combien est-ce qu'on était à l'église, 1500, il y avait du monde là. C'est pas tous des gens près de nous. Alors, c'est sûr que parmi ces gens-là, il y a des commentaires. Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça. Ils ne savent pas comment réagir. Ils ne savent pas. Le mieux, c'est d'écouter la personne, je pense. Le parent. Tu sais, écoutez-le. Écoutez pour voir comment ça va aujourd'hui. En fait, comment ça va aujourd'hui, moi je me souviens, je me faisais souhaiter Joyeux Noël. Ouf, je trouvais ça difficile, Joyeux Noël, pas tout de suite, tu sais. Fait que c'est ça, comment ça s'est passé ta journée aujourd'hui? Oui, d'en parler, ça fait du bien d'en parler, parce que c'est mieux d'en parler que de ne pas en parler du tout. Ça crée des malaises. Ça, c'est pour moi, là. Jean-Pierre et moi, c'était comme ça. Parlez-nous-en, parce qu'on est content. Les gens te posent des questions. Comment ça va avec ton Vincent, mettons? Comment va Jean-Philippe? Parce qu'il y a la famille au complet aussi là-dedans. Mais ça dépend toujours aussi des personnes. Hein. Il y a des parents qui peuvent avoir perdu des enfants puis qui vont peut-être avoir de la difficulté à en parler. Chez nous, c'est pas ça. Ça parle beaucoup. Les enfants en parlent. Et je pense que ça fait beaucoup de bien. Mais moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que, Monique, on n'est jamais vraiment à l'aise, personne, devant la perte que l'autre vient de vivre et vit encore. Même comme psychologue, on n'a pas toujours les bons mots. C'est pas si simple d'arriver avec les mots justes. Je crois que c'est pas là que ça se passe. C'est plus dans une sorte de présence, quitte à dire je suis mal à l'aise parce que j'aimerais trouver un mot qui te fasse du bien. J'en ai peut-être pas présentement, mais si tu savais comme c'était important pour moi d'être là avec toi. Juste une phrase comme ça. J'ai une amie qui me disait, ce que j'aimerais, moi, si j'étais en deuil, c'est quelqu'un qui vienne porter des muffins chauds à la porte, mais qui ne me demande pas de passer l'avant-midi à les manger avec moi. Qui va dire, je laisse le beau petit paquet et quand j'arrive à la maison, j'envoie un courriel et je dis, il y a une petite surprise pour toi à la porte. J'ai pensé à toi. Pouf! Pas des petites choses tellement simples. Et ça fait du bien. Des fois, quelqu'un va arriver et va dire moi, j'ai lu un livre qui m'a aidé, je te l'offre. Peut-être ça peut t'aider. Ou j'ai entendu une chanson qui m'a bercé, j'espère qu'elle va te bercer aussi, je te l'offre. Dans des petits gestes, et souvent de dire j'aimerais donc ça être capable de trouver le mot qui fasse du bien, mais je peux juste te dire que j'ai de la peine avec toi. Des fois, c'est comme ça qu'on peut juste, parce qu'on est mal à l'aise tout le monde devant la perte de l'autre. Il n'y en a pas vraiment
de mots, mais une présence déjà console. Vous savez, il y a un beau petit dépliant qui n'est peut-être pas suffisamment en quantité parce que au repos Saint-François, ils sont en plein déménagement de locaux sur les mêmes lieux, mais ils sont dans les boîtes, alors il manquait de documents, mais il y a un document qu'on peut retrouver sur le site infodeuil.ca et les prochaines fois ici sur la table qui s'appelle « Consolation » que Christine Goyette, qui est avec nous dans l'accompagnement en ligne ce soir, elle a écrit quelque chose de très beau sur la consolation. Alors, on trouve. C'est un dépliant qu'on peut offrir à l'autre. C'est vrai, Monique, qu'on avait des gens, puis... Oui, quelqu'un voulait parler? Ouais. Des gens qui venaient nous porter la sauce à spaghetti. Ça ne sera pas long, on va vous apporter le micro pour qu'on entende mieux. Oui, ça ne sera pas long, ça s'en vient. En vous écoutant, j'ai bien aimé parce que vous m'avez fait revivre en arrière 48 ans que j'ai perdu un fils. Mais à cette période-là, on n'avait pas d'aide. Votre histoire. Et j'ai cherché mon fils. Il est mort noyé. Et je le cherchais partout pendant des années. Et j'ai appris, j'étais bien entourée. Mon mari et moi, on a eu de la difficulté à passer à travers. Ça nous a pris bien des années. Aujourd'hui, j'ai trouvé votre histoire très intéressante. On s'en sort, mais c'est long. Et ma fille avait 1 an. Puis son frère avait 7 ans. Puis lui, il avait 16 ans. Mais on revit toujours, on n'oublie jamais. On y pense à tous les jours. Tous les jours, je pense à mon fils. Et on mettait la table, puis on y pense partout. On pense. Mais on vient quand ça sort. Mais je trouve votre histoire très, très, très intéressante. Tant mieux si ça peut vous apporter un peu de réconfort. Oui, je sympathise avec vous. C'est quand même, c'est une perte difficile. Oui. Ouais. On a quelqu'un en ligne? Oui, on a une question. Bonsoir. En fait, il n'y a pas de question, mais je voulais partager parce qu'il y avait beaucoup de commentaires et je voulais vous les transmettre. Il y a quelques personnes qui vous remercient pour votre témoignage, qu'on trouve beau, qu'on trouve touchant, plein d'amour, plein d'humanité. Il y a peut-être des noms que vous reconnaîtriez, mais je vous le dis, une Gaétane, une Linda, une Liliane, une Maryse. Très beau témoignage, ma belle Sylvie. Touchant, plein d'amour. Merci à toi, Sylvie, à toute la famille de Gaétane. Donc, je voulais vous partager parce qu'il y a vraiment plusieurs réactions en ligne. Ça touche beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je reconnais certains prénoms, oui. Merci. Comme quoi qu'il y a du soutien partout autour, hein, puis que ça continue. Ah, oui. Ah, oui. Les gens sont là. Ah oui, à l'île Bizarre aussi, beaucoup. Oui. Oui. Oui, ben je voulais juste prendre quelques minutes pour te remercier. Sylvie, je te connais personnellement. On a eu l'occasion de se rencontrer. C'est un beau privilège de se rencontrer à la Maison Montbourquette. Puis je pense que tu es vraiment un modèle de résilience. Ça a été formidable, toute l'aide que tu as pu apporter aussi. C'est comme si, autant que ton expérience a été difficile, d'être capable humainement d'écouter la souffrance de d'autres parents ou de d'autres personnes à la ligne d'écoute. Je pense que ça aussi, ça a pu marquer ton chemin, puis certainement marquer le chemin de d'autres personnes. Fait que merci, Sylvie, d'oser prendre la parole, de partager ton histoire. C'est un témoignage, puis j'ai la chance de vous connaître personnellement, JP aussi. Hein, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans ce que tu racontes. Puis j'ai envie de laisser en disant que tu nous as parlé de Max ce soir, et autant que c'est toute la permanence de la perte, hein, mais il y a toute la permanence de l'amour dans ce que tu nous as partagé. Ça reste ce lien d'amour qui ne meurt jamais. Fait que merci Sylvie, vraiment, bravo. Merci Sophie. Merci.
Jean-Pierre, est-ce que Jean-Pierre, quand tu écoutes tout ça, qu'est-ce que tu ressens là? As-tu envie de nous le dire? As-tu envie de nous parler un peu? Oui. Je dirais en premier, merci Sylvie, merci Joanne, merci à tout le monde qui nous a écoutés pour nous supporter encore dans cette pénible épreuve-là. C'est sûr qu'il y a des moments qui étaient moins agréables, là. Moi, j'avais de la misère. J'avais de la misère à faire une phrase en disant « bonheur » et « Maxime » ensemble. Je me disais « hé, Jean-Pierre, ça ne marche pas, là. » Ces deux mots complètement à l'opposé, là. Et puis, ça m'a pris du temps. Je suis capable de composer une phrase avec Maxime et le bonheur parce qu'il y a d'autres personnes qui comptent dans notre vie. Et puis, si jamais ça vous tente de changer les petits muffins pour des brownies, venez chez nous. Merci beaucoup. Je savais qu'il y avait du chocolat là-dedans. Cher Jean-Pierre. C'est un choco addict. C'est merveilleux. Merci. Bonsoir, merci pour votre témoignage. Il est très touchant. Puis je pense qu'il y a on partage beaucoup de choses en commun. Votre fils est parti à peu près de la même façon que le mien. Le nôtre, je devrais dire. Je voulais plus poser la question à monsieur. Oui, je voulais juste poser la question à monsieur parce que, on vit, les hommes et les femmes, on vit, ce que je suis en couple avec ma femme depuis un petit bout de temps. Donc, on le vit différemment. Je voulais juste voir avec monsieur, pour un homme, comment vous avez pu, qu'est-ce qui vous a vraiment permis de pouvoir passer au travers les choses? Parce que on a de la difficulté à exprimer nos sentiments, on a de la difficulté à paraître faible, beaucoup plus touché que les autres parce qu'on est le socle de la famille. Il faut qu'on ait l'air fort, mais c'est pas toujours évident de l'être. Puis il ne faut pas qu'on ait l'air plus abattu que les personnes qu'on doit supporter. Donc, je voulais voir avec vous qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour vous. Je peux essayer de répondre là-dessus. Moi, j'ai eu la chance de vivre ça par l'effet de ricochet. Parce que Sylvie, avec toute l'aide qu'elle a eue à la Maison Bourguette, avec ses psychologues, ses thérapeutes, on a partagé tous les moments ensemble, là. Puis moi, je trouvais que, vous l'avez bien exprimé, les hommes sont peu enclins à s'exprimer dans ces situations compliquées comme ça. Mais en privé, avec ma Sylvie, on a fait le tour en tabarnouche. Toutes les angles de côté, il n'y a pas rien qu'on n'a pas discuté ensemble, là. Et puis, j'ai eu la chance de bénéficier de ces conseils-là, OK, que j'ai pris en contrepartie. Puis ça allait bien pour moi. Ce petit bout-là qui a poussé de vie, ça allait moins bien. Mais moi, ça faisait mon affaire. OK? Puis on a eu la chance de vivre les ups et les downs, pas en même temps. C'est ça qui nous a grandement aidés. Parce que des fois, là, il y a un des deux qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là, ça va pas. Puis l'autre, il disait, moi, c'était pas pire, bon, ben, je vais t'aider, je vais t'écouter. OK? Mais, d'autres fois, les quelques fois présentement, là, qu'on a de la grosse peine, là, ensemble, là, heureusement, ça dure pas longtemps. Mais c'est aussi intense comme qu'il y avait 16 ans. OK? Quand on parle de ça, on vient que gros, ça n'a pas de bon sens, puis ça dure 2 minutes, des fois 3 minutes. Après ça, OK, on est capable de passer à autre chose. Mais il y a quelques années, on ne pouvait pas faire ça. On n'était pas rendu avec cette capacité-là de vivre le moment présent. OK? Parce que moi, on a eu beaucoup de moments intéressants
comme Sylvie a dit, en famille. Puis je regardais, on venait de passer, mettons, 2 heures, 3 heures en famille, des heures fantastiques, là. Puis, j'étais là, je regardais par la porte, il y a 2 voitures qui partent. Je pleurais, ça n'a pas de bon sens, il devait en avoir 3. Comment ça fait qu'il y en a eu juste 2? Puis je venais de vivre 3 heures de pur bonheur. Ça, c'était difficile à composer avec ça. Mais là, c'est plate à dire, le temps fait son œuvre tranquillement. Mais on se permet d'avoir des rechutes. Oui, on va tomber, on va se relever. C'est le principe un peu d'un ressort, un spring, là. Le spring se compresse, là. Puis là, on dit, ça va pas bien. D'un coup, flop, ça lève. On voit la lumière. Puis là, présentement, Sylvie a mentionné quelque chose de très important. Pour nous autres, là, la nature et l'eau, c'est vivifiant, comment tu dis ça? Thérapeutique, merci. OK? Puis là, on regarde là, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas qu'on a de la peine. OK? On pense régulièrement à Maxime. Puis, on ne s'empêche jamais, avec nos enfants, nos petits-enfants, de parler de Maxime, si ça se prête. OK? On ne fait pas exprès, mais on ne cache rien. Puis je pense que Sylvie et moi, OK, on est bien dans ce processus-là. J'espère que ça vous... Ma réponse est peut-être un petit peu longue, mais parfait. Merci. La communication. Exactement. Sylvie, merci de nous avoir livré ce beau message avec... j'ai l'impression que je parlais bien fort, mais merci Sylvie de nous avoir livré ce beau message, d'être passée à travers toute cette douleur-là pour nous montrer toute la résilience. Ça m'a permis à moi de revisiter un paquet de situations, puis merci de l'émerveillement que tu portes pour la vie, qui est encore en toi malgré la mort, malgré cet événement-là qui t'a habité. Puis moi aussi, je pense encore à mon petit coco à tous les jours. On a vécu la même chose, toi et moi. Presque 1 an de différence, je pense. Hein? Même pas. Même pas la même année. Quelques mois. Oui, la même année, je m'excuse. Oui, et Sylvie faisait partie des gens qui m'ont aidée à la Maison Montbourquette. Et Sophie aussi. Alors, des gens précieux. Merci. Ben, tu sais, l'émerveillement de la vie, tu parles de l'émerveillement de la vie, je pense que, on dirait que je porte le sourire de Maxime en moi. Tu sais, des fois, on parle de l'héritage, là. Pour moi, je pense que c'est ça. Maxime, il était ricaneux, il était souriant. Et je me dis qu'avec le sourire, on commence mieux la journée, peut-être, tu sais. Ça m'aide, en tout cas. Ça m'aide. Oui. Une petite question. Bien, la première chose, je voudrais vous remercier pour tant de générosité. Votre témoignage m'a beaucoup touchée. J'ai perdu aussi mon garçon, pas dans les mêmes circonstances, mais à peu près à la même âge. Donc, mais ma question, moi, ça fait 4 ans. Ma question, c'est les périodes qui sont difficiles, c'est souvent sa date de son anniversaire, la date de son décès. Puis je me demandais si, avec les années, est-ce que ça reste toujours difficile, ces dates-là? Comment vous avez géré ces dates-là? Comment, avec les années, est-ce que les rituels, est-ce qu'il y a des choses qui aident à adoucir ces dates? Ces dates difficiles à traverser. Oui. Noël, tu sais, parfois. Oui, les 2 dates les plus difficiles, je vais dire comme vous, c'est l'anniversaire et c'est la journée de l'accident ou la journée du décès. Alors nous,
les premières années, on ne pouvait pas sortir. On ne sortait pas parce qu'on n'était pas assez en forme. Mais maintenant, quand c'est l'anniversaire de Maxime, on sort, Jean-Pierre et moi, les deux, puis on va dîner au restaurant, au souper. Puis, c'est pas toujours facile. Des fois, on a de la peine, mais on le fait. On le fait, puis ça change notre journée aussi, plutôt que de rester à la maison puis d'avoir de la peine, parce que moi, ça m'affecte physiquement. Puis j'ai des réactions physiques, des fois, de crise d'angoisse quand ça s'en vient. Puis là, je fais, ben là, voyons donc. C'est comme, fait que je me dis, OK, je vais m'occuper de ma journée, on va aller prendre une belle marche, on s'occupe l'esprit. Avec ça, aller manger au restaurant. On peut juste aller marcher aussi, on n'est pas obligé d'aller. Mais on fait quelque chose cette journée-là, parce que la journée, elle peut être difficile. Le décès, la même chose. Le 20 juillet, Jean-Pierre et moi, on dit, OK, c'est le 20 juillet demain, 19 l'accident. C'est une journée, c'est une période difficile encore, parce qu'on se rappelle ça. Ça revient, mais on s'occupe. Alors là, encore une fois, on part les deux, on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va penser à Maxime, puis on n'inclut pas nécessairement toute la famille là-dedans, là, parce que ils ont leur vie, ils ont des petits-enfants, ils travaillent. Bon, on est à la retraite les deux, donc on fait ça. Puis, ça nous aide à traverser, mais ça reste des dates qui peuvent être plus difficiles. Il y a une journée à l'île Bizarre, on avait dit, bon, gars, on veut mettre des roches autour, là, bon, des fleurs. On a choisi cette journée-là, puis on a dit, bon, aujourd'hui, on place ça autour des fleurs pour Maxime. Tu sais, c'est comme de trouver quelque chose qui va nous changer les idées, parce que c'est pas facile, hein. Puis 4 ans, c'est pas long, là. 4 ans, c'est pas long. Alors, c'est ça. Quand ça fait 4 ans et puis que vous écoutez un témoignage comme celui-là où vous devez vous demander, je vais être où, moi, dans les prochaines années? Oui, tout à fait. Puis, bien, c'était porteur d'espoir, je trouve, le témoignage de Mme Hunter. Là, je trouve que c'est porteur d'espoir. C'est ça. Il faut accepter, accueillir le deuil, puis avancer petit pas par petit pas. Puis, mais je trouvais que le message est beau. Puis j'aime aussi la complicité dans le couple aussi. Ça, je repars avec ça aussi, de ne pas s'isoler avec notre deuil, mais c'est ça, de provoquer des moments de communication, même si le conjoint est plus fermé. Fait que ça, je retiens ça aussi beaucoup. Oui, parce que un peut parler plus que l'autre, mais on est pas mal pareil, les deux. On parle pas mal. Mais l'espoir, c'est ça aussi. Ce soir-là, je me dis, là, si ça peut donner l'espoir à des gens qui se disent « m'en sortirai jamais ». Juste ça, je me dis, bon, c'est tant mieux, tu sais. Puis 4 ans, 16 ans, c'est pas la même chose du tout. Mais je sais pas s'il y en a qui vont peut-être avoir la chance d'avoir des petits-enfants. Je me le souhaite. Comment? Je me le souhaite. Je vous le souhaite à tous. C'est un bonheur extraordinaire. C'est comme, c'est de la joie pure, c'est du bonbon. C'est quand on voit nos enfants avec nos petits-enfants, Jean-Pierre et moi, comme ce soir, là, ils sont couchés, évidemment. Bon, on s'en va coucher chez Vincent ce soir. On ne descend pas à Saint-Alphonse. Mais demain matin, on va les voir. Puis moi, je mets même mon cadran pour ne pas les manquer, parce qu'ils s'en vont à l'école. Puis il y en a qui vont à l'école, puis il y en a à la garderie. Fait que c'est un bonheur. Je retrouve même chez Jean-Pierre et moi, quand on voit les petits-enfants, c'est comme si on tombait en enfance. Fait que c'est sûr qu'on pense à Maxime, mais on a nos autres là à côté qui demandent grand-papa, grand-maman, puis ça, c'est pas tout le monde, mon Dieu, qui a la chance d'avoir des petits-enfants. C'est pas tout le monde. Nous, on a ça, puis j'appelle ça des cadeaux du ciel. C'est un bonheur immense, immense, immense. Fait qu'on a encore des bonheurs. Mais j'ai un petit truc. Si vous n'avez pas de petits-enfants, parce que moi non plus, j'ai pas d'enfants ou pas de petits-enfants, mais j'ai des petits trucs. On emprunte les enfants des autres.
Et puis, on craque pour les enfants. Puis moi, j'ai souvent dit qu'une image qui me fait craquer, si je suis en train de marcher ou stopper à la lumière dans ma voiture et puis que je regarde des petits-enfants avec l'éducatrice ou celle qui les garde et qui marche avec ces petits-enfants-là, ma journée sera belle. Parce que j'ai vu un paquet de petits-enfants, ça met de la joie dans le cœur. Qu'on en ait eu ou pas, on a tous été enfants. Ça, c'est la belle affaire. C'est que parce qu'on a déjà été enfant, on sait ce que c'est qu'un petit enfant. Et ça apporte énormément de joie quand on voit les tout-petits qui s'amusent et puis qu'on peut faire la fête juste à les regarder aller et à penser à nos amis qui en ont. Et on peut aller les emprunter, les garder, faire à croire qu'on a l'âge de garder. On peut tout faire ça. Ça, là, Monique, là, ça, c'est bon. Ça n'a pas paru. Alors, écoutez, on est arrivé au bout de notre belle rencontre de ce soir, à moins que quelqu'un ait une petite dernière question ou un petit dernier propos. Oui, je vous écoute. C'est souvent les derniers propos qui sont aussi très importants. En fait, mon propos est pour vous. Vous étiez là le 2 juin, n'est-ce pas? La dernière fois. La dame. Madame ici, oui. Oui, avec une plante? Non, elle était C'était pas vous? Ah, d'accord. C'était une autre dame. D'accord. En tout cas, je pensais que c'était vous. Je voulais juste vous dire que moi, c'est mon père que je viens de perdre, en l'occurrence, son conjoint, son mari. Puis, je me suis vue un peu parce que j'ai des douleurs physiques. Puis ça, j'ai développé toutes sortes d'intolérances. Puis je ne savais pas qu'est-ce qui se passait dans mon corps. Puis j'étais sur un terrain de golf, puis on m'appelle, puis ils me disent « Madame Junot, mais ma foi du bon Dieu, qu'est-ce que vous avez eu comme choc? » Parce qu'il dit « Tout votre système est complètement débalancé, votre glande thyroïde est partie en vrille, et là, je suis en plein dans le processus de reprendre le contrôle de tout ça. » Fait que ça m'a parlé beaucoup. C'est le choc. Dans le corps. Le choc. C'est quelque chose, ça m'a parlé beaucoup. Je ne sais pas si j'ai 2 petites minutes. 2 petites minutes. 2 minutes. On a quelqu'un dans la famille qui a perdu sa conjointe. Et très loin, là, nos cousins, cousines. Et ce cousin-là a presque perdu la parole. C'est un homme qui parlait comme vous et moi. Jean-Pierre lui a parlé il y a quelques semaines. Et puis maintenant, c'est comme si, les médecins lui expliquent, les neurologues, c'est comme s'il avait fait qu'est-ce qu'on appelle les joueurs de hockey qui font si souvent, à la tête, commotion cérébrale. Et maintenant, les mots, ça vient, c'est comme ça, là, ça va être comme ça pour plusieurs années. Là. Ce sont des commotions psychiques. Psychiques. Hein? C'est comme si la psyché, tout le corps, et puis la psyché... Ah oui, il y a de la difficulté avec à parler. Le choc. Oui, le choc. Oui. Non, oui. Non. Ben, c'est ça, hein, nos rencontres, ça nous permet de dire, mon Dieu, on vit des choses qui ressemblent à ce que je vis. Ça me rassure, ça me confirme aussi que je suis sur le chemin du deuil et que on finit par avoir moins mal. Hein? Mais des fois, le deuil, il frappe à différents endroits de notre être et puis on va dire que parfois c'est le corps qui y goûte beaucoup plutôt que nos réactions psychologiques. Ce sont des réactions dans le corps. Moi, je tiens à vous remercier de votre présence. Je tiens à remercier, on l'applaudit, notre invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous aussi. Merci beaucoup.
Et puis, on se donne rendez-vous ici. Ce sera au début novembre, le lundi soir, pour une conférence encore avec quelqu'un qui va apporter des expériences d'accompagnement au deuil. Et n'oubliez pas, en octobre, vous êtes les bienvenus au colloque. Il s'agit de vous inscrire. Tout est sur le site infodeuil.ca. Je vous souhaite des belles semaines et puis j'espère vraiment vous accueillir encore. Au revoir.